Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse fondamentale dans laquelle on va faire le point sur les fondamentaux des actions spéculatives de type Hyperfast Growers. Alors avant de passer à la suite, vous avez pu constater que j'ai fait un break de plusieurs mois qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a surtout permis de me consacrer davantage à ma famille, à mon travail et à d'autres projets qui me tenaient également à cœur. Pendant ce temps, mes portefeuilles PEA et CTO continuent de bien se porter puisqu'ils sont tous les deux sur des plus hauts historiques. J'aurai l'occasion de vous montrer tout ça début 2024. Alors dans cette vidéo, on va voir que malgré des fondamentaux souvent désastreux au début, en tout cas pendant les premières années de cotation, certaines entreprises parviennent à devenir des entreprises à succès, raison pour laquelle j'aime avoir en portefeuille 5% environ d'entreprises de ce type. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder en deux étapes. Premièrement, je vais vous montrer des exemples d'entreprises ayant eu des fondamentaux désastreux au départ et étant devenues des entreprises à succès. Et puis dans un second temps, on se focalisera sur deux actions détenues par le fonds ARK Invest de Cathie Wood, à savoir Shopify et Sea Limited, et on regardera si ces deux entreprises peuvent devenir ou non des entreprises à succès par la suite. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement. Celles-ci ont un but purement éducatif et donc le but de cette vidéo est de vous faire réfléchir et de réfléchir avec vous plutôt que de donner des conseils, bien entendu. Alors comme on va le voir, certaines entreprises qualitatives présentent parfois au départ des fondamentaux à faire peur. Ces entreprises entrent dans la catégorie des Hyperfast Growers, c'est-à-dire des actions spéculatives à fort potentiel. Donc le nom de cette catégorie, Hyperfast Growers, est un nom que j'ai inventé, c'est un nom qui n'est pas utilisé par exemple par Peter Lynch. Les caractéristiques les plus fréquentes pour ces entreprises sont les suivantes. Premièrement, ces entreprises ont des rendements sur capitaux négatifs, des marges extrêmement faibles, voire négatives au départ, des bénéfices non répartis et des capitaux propres négatifs, des cash flows opérationnels et des free cash flows faibles, voire négatifs au départ, mais aussi des multiples de valorisation extrêmement élevés, bien au-delà du raisonnable, un cours de bourse très volatile avec des drawdowns très importants, et puis une très forte augmentation du nombre d'actions en circulation, ce qui entraîne bien entendu une dilution importante de l'actionnaire. Autrement dit, ces entreprises ont les pires fondamentaux imaginables et ont tout pour faire peur aux éventuels actionnaires. Et pourtant, comme on va le voir, ces entreprises, en tout cas certaines d'entre elles, et il est important de nuancer, certaines d'entre elles vont devenir des entreprises qualitatives. Alors, je vous ai mis un premier exemple ici. On va regarder une entreprise, en tout cas on va regarder les fondamentaux d'une entreprise entre 1996 et 2001, et puis on va ensuite regarder ce qu'est devenue cette entreprise. Donc comme on peut le voir, les rendements sur capitaux sont négatifs, ce qui bien entendu est à éviter, ça veut dire que l'entreprise brûle du cash lorsque ces rendements sur capitaux sont négatifs. Donc elle va lever des capitaux sur le marché, elle va brûler son cash, brûler sa trésorerie, et puis le risque bien entendu c'est que cette entreprise finisse par faire faillite. Alors on voit également que cette entreprise a des marges extrêmement faibles, voire négatives. On voit par exemple que la marge brute, donc gross margin en anglais, est très faible au départ, 21 en 96, 10 en 97, et puis elle devient négative en 99 et 2000, et donc ça laisse penser que cette entreprise est une entreprise absolument inintéressante pour un investisseur, notamment pour un investisseur à long terme. Au niveau de la marge opérationnelle, c'est la même chose, ou la marge d'exploitation en française, donc operating margin en anglais. On voit que celle-ci est négative, moins 40% donc en 96, moins 22% en 97 et ainsi de suite. Et on voit que l'entreprise n'est toujours pas rentable en 2001, en tout cas au niveau opérationnel. Et puis au niveau de la marge nette, c'est la même chose. La marge nette est négative entre 1996 et 2001, et donc on peut penser que cette entreprise va finir par faire faillite. Alors on voit également que les bénéfices non répartis et les capitaux propres sont négatifs. Donc les bénéfices non répartis en anglais retained earnings, on voit qu'ils sont négatifs et de plus en plus négatifs entre 1996 et 2001, puisqu'on passe de moins 6 en 96 à moins 2861, donc ça veut dire moins 2 milliards 800, moins 2 milliards 800 millions. Et donc, on a des retained earnings qui sont de plus en plus négatifs, ce qui est bien entendu a priori très négatif.
Et puis on voit également que les capitaux propres se creusent, donc passent de positif à négatif. Ça veut dire là encore que l'entreprise est potentiellement en danger et se rapproche d'une faillite éventuelle. Au niveau du cash flow opérationnel et du free cash flow, on voit que ceux-ci sont faibles. On voit que le cash flow opérationnel est positif en 97 et 98 et puis redevient très fortement négatif en 99, 2000 et 2001. Idem pour le free cash flow qui passe positif en 98 avant de fortement chuter en 99, 2000 et 2001. Donc par exemple pour cette entreprise, le free cash flow est de moins 378 millions en 1999. On est ici en dollars. Et puis, il est toujours négatif en 2001, donc 6 ans plus tard. Maintenant, lorsqu'on se focalise sur les multiples de valorisation, on voit que ceux-ci sont parfois extrêmement élevés. On voit notamment que le price to sales ratio est de quasiment 26 en 1998, ce qui est extrêmement élevé. Généralement, un price to sales ratio supérieur à 10 peut laisser penser que l'entreprise est survalorisée. On voit également que le price to book ratio en 98 est de 122, donc on a des ratios extrêmement élevés et on voit surtout que ces ratios ont tendance à être très erratiques au cours du temps, donc ce n'est pas forcément une très bonne chose pour l'actionnaire éventuel. Donc je continue ma démonstration. Le cours de bourse de cette entreprise est extrêmement volatile. On voit que le prix de l'action passe de 3,81 $ en 1999 et chute à 0,54 $ en 2001. Le cours de bourse de cette entreprise chute donc de 86% entre 1999 et 2001. Dans le même temps, on observe une très forte augmentation du nombre d'actions en circulation, puisqu'on voit que le nombre d'actions en circulation de cette entreprise double sur la période 1996-2000. Donc on a un doublement du nombre d'actions en circulation et je vous rappelle que lorsque le nombre d'actions en circulation augmente, ça veut dire que les actionnaires existants sont dilués, ce qui est bien entendu une très mauvaise chose. Et pourtant, l'action que je viens de vous montrer, l'action Amazon, est donc un actionnaire qui aurait investi en 2001, en tout cas fin 2001, sur base de ses fondamentaux, aurait vu le cours de bourse de l'action Amazon passer de 55 centimes de dollars, 55 cents, à plus de 138 $, en tout cas au 31 août 2023, au moment où j'ai fait ces copies d'écran. Et donc sur cette période, Amazon est un 251 bagger en 22 ans, c'est-à-dire qu'un investissement de 1000 $ aurait rapporté 251 000 $. Et comme on peut le voir à la droite de l'écran, cela correspond à un rendement annuel de 28,56%. Par ailleurs, si cet investisseur avait acheté au plus haut, donc en 1999, avant cette chute de cours de 86%, alors celui-ci aurait empoché, en tout cas celui-ci aurait multiplié sa mise par 36 et aurait obtenu un rendement annuel de 17,73% au cours des 22 dernières années. Alors quelle leçon peut-on tirer de ça? La leçon la plus importante à mes yeux est le fait qu'il existe des entreprises à très fort potentiel, aux fondamentaux potentiellement désastreux au départ, qui deviendront in fine des entreprises qualitatives, voire ultra qualitatives. Et ça veut dire aussi qu'il existe des entreprises à très fort potentiel qui peuvent permettre de multiplier son investissement de départ par 10, par 20, par 50, par 100 ou plus. Alors je vous ai mis en début de vidéo cette photo de Cathie Wood avec des entreprises dans lesquelles son fonds, donc ARK Invest, est investi. Bien entendu, il est possible que certaines de ces actions deviennent des entreprises à grand succès ultérieurement. L'avenir nous le dira. Alors de mon côté, j'aime avoir en portefeuille 5% environ d'entreprises de ce type. Bien entendu, je garde à l'esprit qu'il est possible, il est tout à fait possible que sur ces 5% d'entreprises en portefeuille, aucune ne devienne un succès ultérieurement, mais il suffit bien entendu d'avoir une ou deux de ces entreprises en portefeuille pour augmenter grandement la performance du portefeuille à très long terme et notamment d'améliorer le rendement du portefeuille à long terme. Et bien entendu, lorsqu'on a l'une de ces entreprises en portefeuille, et c'est ce qu'on peut voir avec Amazon ici, qui sur la période 2001-2023 est devenu un 251 bagger, ce qui veut dire que les investisseurs qui ont investi dans Amazon en 2001 ont empoché 251 fois la mise de départ. Bien entendu, lorsqu'on a ce genre d'action en portefeuille, même si on a une toute petite position au sein du portefeuille, in fine, cette position vient booster
très grandement la performance du portefeuille au final. Et donc ça permet bien entendu d'avoir une sorte d'option en portefeuille, éventuellement plusieurs options si on investit dans plusieurs entreprises de ce type, et ces options peuvent à la fin valoir énormément d'argent, et donc ça peut booster la performance finale du portefeuille, notamment en termes de rendement. Par ailleurs, un autre élément intéressant pour ce genre d'entreprise, c'est le fait que même acheté au mauvais moment, donc ici je vous ai mis l'exemple d'Amazon acheté en 1999 sur le sommet de 1999 en pleine bulle Internet, on peut voir qu'Amazon sur ces 22 ans est un 36 bagger, donc les investisseurs qui auraient acheté Amazon au sommet de la bulle Internet de 1999-2000 auraient empoché 36 fois la mise. Et donc on peut se dire également que, encore une fois, même mal acheté, ce genre d'entreprise peut au final booster les rendements d'un portefeuille. D'où potentiellement l'intérêt d'avoir 5%, en tout cas c'est ce que je fais de mon côté, de ce type d'entreprise en portefeuille. Alors bien entendu, il paraît inutile d'investir plus de 5% de son portefeuille dans ce type d'entreprise, en tout cas c'est mon opinion et je la partage. Pourquoi? Parce que le risque et l'incertitude liée au résultat final est extrêmement important et donc il est à mon avis inutile de faire de la pure spéculation en investissant uniquement dans ce genre d'entreprise. Alors je vais vous montrer un deuxième exemple. Je vous ai mis ici une entreprise avec des données sur la période 2000-2005. On voit que les rendements sur capitaux sont soit très faibles, soit négatifs. On voit que le ROIC est négatif en 2000, 2001 et 2002. On voit cependant que ces rendements sur capitaux s'améliorent en 2003, 2004, 2005, ce qui est plutôt une bonne chose. On a ici une inflexion des fondamentaux, une inflexion positive. Et donc, on a potentiellement une entreprise qui présente des fondamentaux de meilleure qualité en 2003, 2004 et 2005. Au niveau des marges, on voit que les marges sont extrêmement faibles, voire négatives. On voit que la marge brute, donc gross margin, est de 30% en 2000, et puis elle s'améliore un petit peu en 2002-2003, elle rechute en 2004-2005, donc on a une marge brute qui est relativement erratique, c'est pas génial. Au niveau de la marge opérationnelle ou de la marge d'exploitation, donc en anglais operating margin, on voit qu'elle est négative en 2000, 2001, 2002, ensuite elle devient légèrement positive, mais elle est toujours extrêmement faible en 2005 à 0,44%, donc une marge opérationnelle extrêmement faible. Et puis au niveau de la marge nette, c'est la même chose, marge nette très négative en 2000, 2001, 2002, et puis on a une marge nette extrêmement faible en 2003, 2004, 2005, ce qui peut laisser penser que le business model de cette entreprise n'est pas viable à long terme, que l'entreprise est potentiellement sur un marché extrêmement concurrentiel. Au niveau des bénéfices non répartis et des capitaux propres, on voit que ceux-ci sont négatifs. Les retained earnings, donc les bénéfices non répartis, sont négatifs entre 2001 et 2005. Donc ça, c'est une très mauvaise chose a priori. Et puis, on voit cependant que les capitaux propres ont tendance à augmenter au fil du temps. Donc ça, c'est plutôt un signal intéressant, ou en tout cas un élément positif pour un investisseur à long terme. On voit par ailleurs que le cash flow opérationnel est très faible, même si celui-ci augmente légèrement au fil du temps, ce qui est plutôt une bonne chose ici. Par contre, on voit que le free cash flow est extrêmement faible. Il est négatif en 2001, il est de 13 millions en 2002, 25 millions, puis il tombe à 18 en 2005. Donc rien de bien folichon, rien de bien excitant ici. Pour autant, on a une amélioration du cash flow opérationnel, ce qui est plutôt également un signal intéressant ici. Au niveau des multiples de valorisation, on voit que ceux-ci sont potentiellement extrêmement élevés, très erratiques également, ce qui est une mauvaise chose. On voit que le price to sales ratio est de 12,65 en 2003. On voit surtout que le price to free cash flow est de 134 en 2003, avec encore des ratios extrêmement erratiques. Au niveau du cours de bourse maintenant, on voit que celui-ci est très volatile. On voit que le cours de bourse de cette entreprise passe de 3,91 en 2003 et chute à 1,76 en 2004. Et donc que le cours de bourse de cette entreprise chute de 79% entre 2003 et 2004. Par ailleurs, on observe une très forte augmentation du nombre d'actions en circulation puisque le nombre d'actions en circulation passe de 39, donc ici 39 millions, à plus de 600 millions en 2003. Donc extrême dilution des actionnaires existants, ce qui est bien entendu une très mauvaise chose a priori. Et pourtant, cette action est l'action Netflix, et donc il s'agit d'un 112 bagger sur la période considérée.
c'est-à-dire qu'un investisseur qui aurait investi à la fin de la période que je viens de vous montrer aurait empoché 112 fois la mise en 18 ans, ce qui correspond à un rendement de 30% par an au cours des 18 dernières années. Donc là encore, au départ, on a des fondamentaux potentiellement désastreux, et puis ce qui se passe, c'est qu'à l'arrivée, ces fondamentaux s'améliorent, et puis l'entreprise devient une entreprise de plus en plus qualitative. Alors on passe ici à un troisième exemple. Je vous ai mis les données d'une entreprise américaine entre 2007 et 2022. On peut voir que les rendements sur capitaux sont négatifs entre 2007 et 2019. On voit que le Return on Invested Capital est très négatif au départ, et puis on peut voir que le Return on Equity est également négatif jusqu'en 2019. On voit ensuite qu'on a une inflexion à partir de 2020, et puis on voit surtout que les choses s'améliorent très rapidement à partir de 2021, puisque le rendement sur capitaux est de 21,08 en 2021, puis de 33,6% en 2022. On voit que le rendement sur capitaux investis passe de 5 à 16, puis à 29% en 2022, ce qui est absolument fantastique, alors même que les fondamentaux ont été désastreux pendant une décennie. Alors au niveau des marges maintenant, on voit que celles-ci sont soit très faibles, soit négatives, et surtout qu'elles sont erratiques au cours du temps. Donc si je prends la marge brute, elle est négative à moins 7 en 2008, et puis elle passe à 26 en 2010, elle redescend à 7 en 2012, et ainsi de suite. Donc marge brute très erratique, potentiellement très faible, et puis elle commence à se stabiliser au cours du temps, notamment à partir de 2017-2018. Alors par ailleurs, on voit que la marge opérationnelle ou la marge d'exploitation en français est très négative au départ en 2007, puis elle s'améliore progressivement au fil du temps, et l'entreprise obtient, en tout cas parvient à avoir une marge opérationnelle positive seulement en 2019. On voit que depuis, cette marge opérationnelle ou cette marge d'exploitation est beaucoup plus intéressante, puisqu'elle est aux alentours de 16 en 2022. Enfin, au niveau de la marge nette, on voit que celle-ci est extrêmement négative au départ, donc rien d'intéressant. C'est une entreprise qui fait des pertes, beaucoup de pertes, qui brûle du cash. Et puis la marge nette devient positive en 2020. Elle monte à 10% en 2021, puis à 15% en 2022. Et donc on a une marge nette qui est en train de devenir beaucoup plus intéressante aujourd'hui. Au niveau des bénéfices non répartis et des capitaux propres, c'est la même chose, c'est-à-dire que les bénéfices non répartis sont très négatifs au départ, ils se creusent très fortement jusqu'en 2019, et puis ensuite on a des bénéfices non répartis, donc retained earnings, qui redeviennent positifs. On passe de moins 5 milliards en 2020 à 329 millions de dollars en 2021, puis à 12 milliards de dollars en 2022, puis à 18 milliards de dollars aujourd'hui. Donc c'est une entreprise qui a complètement inversé la tendance et qui est devenue une entreprise extrêmement rentable aujourd'hui, avec un free cash flow extrêmement positif depuis. Au niveau des capitaux propres, ceux-ci sont négatifs au départ, donc ce n'est pas une très bonne chose. On voit cependant que ceux-ci ont tendance à augmenter au cours du temps depuis 2010, ce qui est plutôt un signe positif. Et puis on voit que ces capitaux propres ont très fortement augmenté au cours de ces dernières années, ce qui est plutôt une bonne chose ici. Au niveau du cash flow opérationnel et du free cash flow, on voit que le cash flow opérationnel est très négatif jusqu'en 2017, et puis il devient très positif à partir de 2018, ce qui est plutôt une bonne chose. On voit qu'on passe de moins 61 millions de dollars en 2017 à 2 milliards de dollars en 2018, puis 11 milliards en 2021, puis 14 milliards en 2022. Donc on a un cash flow opérationnel qui est passé de très négatif à très positif, et ça c'est plutôt une bonne chose, en tout cas au cours des 2 dernières années. Au niveau du free cash flow, on voit que celui-ci est très négatif au fil du temps, entre 2007 et 2018, ça veut dire que l'entreprise brûle du cash et brûle encore du cash. Et puis ce free cash flow devient positif à partir de 2019, premier signal positif, puis on passe à 2,7 milliards en 2020, 3,4 milliards en 2021, 7 milliards en 2022, et donc on a un free cash flow qui devient extrêmement intéressant, encore une fois, qui est devenu intéressant au cours des 2-3 dernières années. Au niveau des multiples de valorisation, on voit que ceux-ci sont parfois extrêmement élevés. Alors on peut voir que le price to sales ratio est de 24 par exemple en 2020. On voit également que le price to free cash flow est de 30 900 en 2013. Donc encore une fois, on a parfois des multiples de valorisation extrêmement élevés et puis surtout très erratiques au cours du temps, donc peu fiables finalement pour un potentiel investisseur. Au niveau du cours de bourse, on voit que celui-ci est très volatile au cours du temps. On a un cours de bourse de 1,77 $ en 2010,
puis de 16 $ en 2015, puis le cours rebaisse à nouveau, puis il monte à 235 $ en 2020, pour redescendre à 123 $ en 2022. Donc là encore, on a un cours de bourse très très volatile, avec des drawdowns de 60 à 70%. Enfin, lorsqu'on regarde le nombre d'actions en circulation, on voit qu'on est encore une fois dans le royaume de la dilution, c'est-à-dire que le nombre d'actions en circulation augmente fortement au fil du temps pour cette entreprise, ce qui est bien entendu négatif pour les actionnaires existants. Et pourtant, cette action est l'action Tesla, et donc un investisseur qui aurait investi dans cette entreprise en 2010, les yeux fermés, c'est-à-dire sur base de fondamentaux catastrophiques, aurait vu le cours de bourse de cette entreprise passer de 1,78 $ à 258 $. On a ici affaire à un 145 bagger en 13 ans seulement, ce qui représente un rendement annuel de 46,6% par an sur la période considérée. Alors la leçon à en tirer encore une fois, c'est qu'il existe des entreprises aux fondamentaux catastrophiques au départ, qui peuvent rester catastrophiques, on l'a vu pour Tesla pendant une décennie, et in fine déboucher sur quelque chose qui est en train de devenir intéressant, puisque Tesla est aujourd'hui non seulement rentable, mais aussi free cash flow positif, et même free cash flow très positif. Donc, encore une fois, l'idée est la suivante. L'idée est potentiellement d'utiliser 5% de son portefeuille environ, en tout cas c'est ce que je fais de mon côté, pour éventuellement essayer d'investir dans ce type d'entreprise ayant un très fort potentiel et ayant une probabilité de succès relativement faible. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, Tesla est une entreprise dans laquelle je n'aurais jamais investi, ni en 2010, ni en 2020, ni en 2021. Pourtant, je dois l'avouer, les fondamentaux aujourd'hui sont bien meilleurs qu'ils l'étaient il y a quelques années. Et donc, une fois que j'ai dit ça, il me semble intéressant de consacrer potentiellement une toute petite partie de son portefeuille à ce genre de dossier ultra spéculatif. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais me focaliser sur deux actions qui se trouvent au sein du portefeuille ARK Invest de Cathie Wood, à savoir Shopify et Sea Limited. On va voir que les fondamentaux, qui sont potentiellement désastreux, c'est ce qu'on va voir, ressemblent fortement aux fondamentaux qu'on a pu observer sur des entreprises du type Amazon, Netflix ou encore Tesla. Alors on va commencer avec Shopify. Donc on voit ici que les rendements sur capitaux sont très négatifs entre 2013 et 2019, mais également en 2022. On voit que les rendements sur capitaux propres sont négatifs, que les rendements sur capitaux investis sont négatifs, et donc a priori il s'agit d'un dossier qui fait peur et donc dans lequel on n'a pas forcément envie d'investir. Au niveau de la marge brute, on voit que celle-ci est en baisse, on passe de 80% en 2012 à 47% aujourd'hui, donc ça c'est pas génialissime. Au niveau de la marge opérationnelle ou de la marge d'exploitation, on voit que celle-ci est très négative au cours du temps, à nouveau très négative en 2022, donc c'est pas génial non plus. Et puis au niveau de la marge nette, on voit que celle-ci est très négative, à moins 61% en 2022. Au niveau des bénéfices non répartis et des capitaux propres, on voit que ceux-ci sont négatifs au fil du temps. Alors on a des retained earnings qui repassent positifs en 2021 et qui redeviennent négatifs en 2022, donc c'est pas génial du tout. On voit cependant que les capitaux propres, eux, sont en train d'augmenter au fil du temps, même si on a une grosse baisse entre 2021 et 2022. Maintenant, au niveau du cash flow opérationnel, on voit que celui-ci était en belle augmentation jusqu'en 2021. On voit qu'il est à nouveau négatif en 2022. Donc là, gros point d'interrogation sur la suite. Est-ce que Shopify sera en mesure de faire croître son cash flow opérationnel, ou bien est-ce que ce cash flow opérationnel est voué à continuer à être négatif? Au niveau du free cash flow, on voit que celui-ci est négatif entre 2013 et 2018, donc rien de génial ici. Il monte très fortement jusqu'en 2021, puis rechute très fortement en 2022. Là encore, on peut se poser la question de savoir si cette entreprise va finir par décoller. Alors au niveau des multiples de valorisation, on retrouve des multiples parfois extrêmement élevés, comme un price to sales ratio de 28 en 2019 et un price to free cash flow de 5600 en 2019. On voit que ces multiples sont extrêmement erratiques au cours du temps, typiques de ce genre d'entreprise à fort potentiel, à forte croissance, mais aussi à risque très important. En tout cas, à niveau de risque très important et à très forte incertitude. Au niveau du cours de bourse, on voit que celui-ci est très volatile. On voit notamment que le cours de bourse chute de 75% entre 2021 et 2022, puisque celui-ci passe de 137 $ à 34 $ seulement.
Au final, on note également une très forte augmentation du nombre d'actions en circulation, puisque on passe de 661 millions d'actions en circulation à plus de 1,2 milliard d'actions en circulation. Donc on a une très forte dilution des actionnaires existants. Là encore, une très mauvaise chose a priori pour les actionnaires. Alors, on va passer à Sea Limited maintenant, entreprise dont je suis moi-même actionnaire, donc dans ma poche spéculative, et donc je préfère le préciser ici pour éviter tout biais particulier. Donc au niveau des rendements sur capitaux, on peut voir que ceux-ci sont très négatifs entre 2014 et 2022, et on voit que l'entreprise commence à peine à avoir des rendements sur capitaux positifs, donc de 4% pour le Return on Equity et de 5% pour le Return on Invested Capital. Au niveau des marges, on voit que celles-ci sont extrêmement faibles et très erratiques. On voit que la marge brute est de 22% en 2014, on chute à 1,7% en 2018, et puis la marge brute remonte à 45% au moment des screenshots. Donc ces screenshots ont été réalisés au cours de l'été 2023. Au niveau de la marge opérationnelle, on voit que celle-ci est très négative au cours du temps et qu'elle est en train de remonter progressivement. Elle est désormais positive, en tout cas au moment de la réalisation des screenshots, donc puisqu'elle est de 4,33% en TTM, c'est-à-dire trailing 12 months, c'est-à-dire au cours des 12 derniers mois. Et puis au niveau de la marge nette, enfin, on voit que celle-ci est très négative en 2014, elle devient encore plus négative en 2018, et puis elle remonte progressivement au cours du temps, et aujourd'hui l'entreprise est quasiment rentable. En tout cas, elle a tantôt des trimestres où elle est rentable, tantôt des trimestres où elle n'est pas rentable, mais en tout cas, sa marge nette s'est grandement améliorée. Au niveau des bénéfices non répartis et des capitaux propres, on peut voir que les bénéfices non répartis, donc retained earnings en anglais, n'ont fait que se creuser entre 2014 et 2022. Donc on a des retained earnings de plus en plus négatifs, ce qui n'est jamais un bon signe. Et puis au niveau des capitaux propres, en revanche, on voit que ceux-ci ont tendance à augmenter au cours du temps, ce qui est plutôt un signe encourageant, même si ça ne veut rien dire pour le moment. Maintenant, au niveau du cash flow opérationnel et du free cash flow, on voit que le cash flow opérationnel est très erratique au cours du temps. Il est tantôt très négatif, tantôt très positif, et donc il faudra voir ce que ça donne au cours des prochaines années. Maintenant, au niveau du free cash flow, c'est la même chose. Il est très négatif entre 2014 et 2019. Il devient positif en 2020, et d'ailleurs on a eu un emballement des investisseurs, ou plutôt des spéculateurs à ce moment-là, avec un cours de bourse qui s'est littéralement envolé. Et puis on peut voir que le free cash flow est à nouveau très négatif en 2022 et à nouveau très positif en TTM, donc au cours des 12 derniers mois. Donc on a vraiment un free cash flow très erratique pour cette entreprise. Au niveau des multiples de valorisation, comme toujours, on a des multiples extrêmement élevés parfois, donc un price to sales ratio de 21 en 2020, avec un price to free cash flow de 477 en 2020. On voit là encore que ces multiples sont très erratiques, donc tantôt c'est très élevé, tantôt c'est très faible. Par exemple, le price to sales ratio passe de 21 en 2020 à 1,7 seulement en TTM, donc au cours des 12 derniers mois. Le cours de bourse est quant à lui extrêmement volatile. On voit que le cours de bourse est passé de 223 $ en décembre 2021 à 37 $ en TTM. Donc au moment où j'ai réalisé ces screenshots, c'était au cours de l'été 2023. Et on peut voir que le cours de bourse a chuté de 83% entre 2021 et 2023. Enfin, au niveau du nombre d'actions en circulation, on peut voir que le nombre d'actions en circulation de Sea Limited est passé de 257 millions en 2014 à plus de 500 millions en 2022, et donc on a une très forte dilution des actionnaires existants de Sea Limited, en sachant que Sea Limited notamment a émis des actions nouvelles lorsque le cours de bourse était à un plus haut historique, ce qui lui a d'ailleurs permis de renflouer grandement sa trésorerie. Alors bien entendu, je n'ai pas de boule de cristal, donc je suis absolument incapable de dire si Shopify ou Sea Limited deviendront des entreprises à succès à l'avenir. Vous pouvez me donner votre opinion en commentaire sous la vidéo. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est que ces entreprises ont des fondamentaux absolument catastrophiques, qui ont tendance à s'améliorer pour Sea Limited, donc on verra si cela se confirme dans les prochaines années, ou en tout cas au cours de la prochaine décennie. Pour autant, il me semble intéressant de consacrer une petite poche de son portefeuille à ce genre de valeurs extrêmement spéculatives, mais également à très fort potentiel.
puisque comme on l'a vu, il suffit éventuellement d'une seule action qui performe extrêmement bien pour générer, en tout cas pour augmenter grandement le rendement du portefeuille global. On l'a vu, hein, un simple investissement de 1000 $ dans Amazon vaudrait aujourd'hui 251 000 $. Et donc un simple investissement de quelques centaines d'euros sur l'une de ces lignes suffirait pour augmenter grandement la performance finale du portefeuille. Alors en guise de conclusion, je dirais que l'intérêt d'investir dans une petite poche spéculative, à mon avis pas plus de 5%, mais bien entendu ça ne reste que mon avis, l'intérêt est bien entendu de se retrouver un jour avec un 100 baggers ou plus, permettant ainsi au portefeuille de battre le rendement du marché à terme. Alors comme on l'a vu, certaines de ces actions permettent de multiplier son investissement de départ par plus de 100. Bien entendu, il y a un facteur chance qu'il ne faut pas occulter. Pour ce faire, il est à mon avis important de suivre les entreprises les plus prometteuses au fil du temps en guettant une inflexion au niveau des fondamentaux et en gardant à l'esprit que le free cash flow généré in fine est souvent bien plus important que les pertes générées par l'entreprise au cours des premières années d'existence. Voilà, l'importance également est potentiellement lorsqu'on fait ce genre d'investissement de rester positionné, quoi qu'il arrive, dans les hausses comme dans les baisses, c'est-à-dire d'avoir une petite part de son portefeuille investie dans ces actions et puis de conserver ces actions à très long terme pendant 20 ans, 30 ans ou plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. En tout cas, mon but était de vous montrer un angle d'analyse un peu différent par rapport à d'habitude. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.